Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 38e épisode de Lift Talk. Aujourd'hui, un invité, un kiné qui nous rejoint aujourd'hui. Étienne. Étienne, je te laisse te présenter dans un premier temps et puis après, on te posera plein de questions. Eh ben, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, salut à tous ceux qui nous écoutent. Donc, moi, Étienne, je suis diplômé kiné depuis l'année dernière. Donc, ça fait un peu plus d'un an, c'est assez récent. Et je pratique le street workout. J'ai commencé par ça, je pense, un peu comme tout le monde, depuis le lycée. Et puis, j'ai jamais vraiment arrêté. Et puis, le street lifting, je m'y suis penché assez récemment, même si c'est des mouvements que je pense qu'on a tous fait depuis longtemps, qu'on a inclus dans nos entraînements. Et puis, voilà, que dire de plus? Et t'as quel âge toi, Étienne? J'ai 26 ans depuis 2 semaines. Ok. Et donc là, tu nous disais que tu étais fraîchement diplômé. Est-ce que tu bosses dans un cabinet, tu es à ton compte, tu fais aussi du distanciel, j'imagine? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai bossé, je suis parti à La Réunion avec les copains après le diplôme. Donc, on s'est bien régalé. J'ai bossé là-bas en cabinet libéral. C'était pas forcément du grand sportif là-bas en majorité. Donc niveau professionnel, je m'y retrouvais pas tellement. Donc là, je suis rentré il y a un petit mois et je vais intégrer une structure assez cool pour les sportifs. C'est une grosse structure privée où il y a beaucoup de testing et de monitoring qui sont faits avec du matos et donc ça, c'est cool. Je vais intégrer ça dans un petit mois là. Donc là, pour l'instant, j'exerce pas en cabinet. Et par contre, ouais, j'ai lancé les suivis à distance. C'est assez récent et donc j'ai quelques contacts et on commence à mettre en place les suivis pour des sportifs de street workout et lifting. Donc ça, c'est très cool. Et ça se passe bien pour l'instant. Ok. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, tu vas me le confirmer, mais j'ai l'impression que c'est assez récent, les kinés qui font ça à distance. Moi, j'ai découvert ça avec Fred Pose. Je pense que c'est sûrement l'un des précurseurs, à mon avis, dans ce domaine-là. Et toi, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la chronologie de tout ça? Ouais, carrément. Donc effectivement, on va dire les deux qui sont très installés côté francophone, c'est Fred Cossé et Train Therapy. Et les deux, du coup, maintenant, ils ont leurs équipes et ils commencent à grandir. Fred, il n'est pas tout seul à faire du suivi et Training Therapy, ils sont beaucoup maintenant. Et donc, moi, j'ai rejoint une formation qui s'appelle la Training Therapy School, qui a été lancée en début d'année par Training Therapy, Ok. justement avec cet objectif de former les kinés au suivi à distance, qui est effectivement quelque chose qui est tout récent. Bien qu'avec le coaching, ça se fasse déjà avant, mais on n'avait pas cet aspect réhab et cet aspect qui sort du cadre standard de la sécurité sociale, parce qu'on n'est plus forcément sur un cadre conventionné classique de cabinet libéral. Et donc, c'est une formation à distance où on avait plein de choses applicables au cabinet. Ils nous ont appris beaucoup aussi à lancer ce suivi à distance, la partie réseaux sociaux, des choses qu'on ne trouve pas forcément d'habitude, et puis à faire tout le bilan, à faire tout le suivi, réaliser une programmation, une planification, etc. Et donc, effectivement, on a pas mal d'avantages avec le suivi à distance, mais il y a aussi quelques inconvénients. Tout ce qui est thérapie manuelle, le côté tactile, ça, c'est des choses qu'on n'a pas et qui sont quand même assez sympas
en kiné, quoi, en présentiel. Ok. Ah, ok, c'est intéressant. Bah, tu vois, je savais pas ça, qu'ils avaient carrément ouvert une formation en fait en ligne. C'est quoi? C'est une plateforme ou c'est vraiment une formation que tu achètes avec des modules, etc. C'est comment? Donc en gros, tu as une plateforme où ils uploadent petit à petit, ils te débloquent tous les modules. Ok. Et aussi, tu as très souvent ils appellent ça des cerveaux collectifs, donc c'est des réunions tous ensemble avec toute la promo. Et donc après, on part chacun selon nos problématiques, ils font des petits sous-groupes, mais on a des échanges constants avec eux et même entre nous, et ça c'est trop cool parce que du coup, on peut s'entraider. Euh, Chacun avait choisi un peu, s'était spécialisé, on va dire, dans ce qu'il connaissait le mieux. Moi, pour le coup, c'était le street et tout ce qui tourne autour. Et du coup, on a toujours des échanges avec eux. Là, on est toujours en contact avec toute la promo. Et donc, ça fait un bon groupe soudé et ça, c'est très cool. Ok. Ouais, intéressant. Et justement, moi j'ai une question comme ça qui me venait parce que je suis Fred, je vois ce qu'il fait, ce qu'il propose et les personnes qui suivent. Et en fait, c'est quoi en fait que vous proposez exactement? Alors peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus en détail dans la suite du podcast, mais c'est quoi en fait? Vous avez comment dire, vous donnez des exercices de réhab à faire par exemple aux athlètes ou aussi, vous prenez en compte tout ce qui est les exercices un peu plus classiques, la programmation, je sais pas, classique, ou vraiment vous contentez simplement, euh, voilà, comment dire, un programme, on va dire, de réhab. C'est comment par rapport à ça? Ça va dépendre en fait de l'athlète en lui-même. Par exemple, si c'est de la natation, ça va peut-être être compliqué. Mais par exemple, pour moi, pour le street, si l'athlète il est déjà suivi par un coach, alors le mieux, ça sera de rentrer direct en contact avec le coach et de voir si nous, on peut adapter la programmation ensemble. Et on peut juste inclure effectivement une partie réhab ou préhab qu'on appelle pendant le warm-up et inclure quelques exercices dans la programmation. Et là, ce que j'ai en ce moment avec un des athlètes que j'ai, c'est que toute la programmation est faite par moi. Donc ça veut dire que toute la séance, y compris les mouvements de dips, les tractions, etc., c'est moi qui les gère. Je le laisse juste gérer la partie jambes, squat, etc. Parce que ça, il gère très bien. Mais donc on peut faire, ça va être du cas par cas. S'il y a besoin de tout gérer, on peut le faire. S'il y a déjà un coach qui est là ou alors le gars est sûr de lui, il veut garder sa programmation, on peut s'adapter à juste inclure notre réhab par-dessus, quoi. Ou pendant les jours de repos, etc. Donc, c'est vraiment un peu Ok, au cas par cas. Ça, c'est libre, quoi. d'accord. Ouais, Victor, il avait des questions, là, je le vois, là, trépigner. Pas particulièrement, mais c'était intéressant ce qu'il disait, parce que moi, tu vois, c'est justement un dialogue que j'avais avec un pote très récemment qui s'est euh, qui s'est blessé au niveau du dos, bas du dos, sur du soulevé de terre. Et en gros, son coach, il n'est pas très spécialisé, mais comme énormément de coachs sportifs, mais tout simplement aussi parce que c'est pas, même si évidemment ça doit faire partie du coach sportif, mais c'est pas partie intégrante, comme c'est le cas d'un kiné, de la formation. Et du coup, son coach, il attendait qu'il ait plus trop mal, donc enfin, en tout cas plus trop de messages douloureux, ou que le seuil de douleur soit réaugmenté et que du coup, bah, il se sente plutôt bien en règle générale. Et il lui remettait des charges qui étaient évidemment euh, un peu inférieures en prenant en compte la pause, mais en prenant en compte la pause comme s'il avait fait des vacances, pas en prenant en compte la pause comme s'il avait eu mal et que du coup, il fallait reprendre Et avec ouais. justement en tête que potentiellement, si tu refais ça, et ben, tu vas te refaire mal. Et du coup, moi, je lui expliquais un petit peu les trucs à faire, les exercices qu'il pouvait faire, etc. Parce que moi, vu que je me suis fait beaucoup mal toute ma carrière sportive, et ben du coup, j'ai pu expérimenter énormément de choses. Et, euh, et du coup, je lui expliquais les trucs, tac, il avait des bons bénéfices, il se sentait bien, du coup, il se disait, bon, bah, c'est bon. Alors qu'en fait, je lui expliquais que non. Là, peut-être que tu n'as plus de messages douloureux, mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue tissulaire, tu es 100% guéri. Tu as toujours cet équilibre capacité versus la contrainte que tu imposes. Et à partir du moment où tu t'es blessé à l'instant T, la capacité, même si tu as douleur, tu n'as plus de messages douloureux, et ben, la capacité, elle met toujours du temps à revenir à la baseline, quoi, au niveau de base. Et sachant que tu t'es blessé, je sais pas, je dis une connerie, à 250 au terre, donc ça veut dire que ta capacité à cet instant-là, c'était 250,
eh ben, il y a très certainement des grandes chances que ta capacité elle soit maintenant sensiblement inférieure et qu'il faille remonter jusque-là. Donc bref, tout ça pour dire que je trouve ça intéressant cet aspect de gérer les deux, parce que son coach, du coup, lui, il prenait pas trop en compte ça, et en fait, il faisait que des allers-retours, comme c'est fréquemment le cas, entre je me fais mal, ça va un peu mieux, du coup, je remets pas lourd, mais suffisamment pour que ça me refasse mal. J'ai à nouveau la problématique, je refais une pause, etc., etc., et que des allers-retours comme ça. Et le problème, c'est que si t'as pas les deux qui travaillent conjointement, eh ben c'est très compliqué. Toi, je pense que tu dois avoir des expériences comme ça, de mecs même qui sont un peu, parce que forcément, parfois, tu sais, tu veux les réfréner. Tu leur expliques que justement, bah, s'il y a eu trop à un moment, c'est qu'il faut baisser ce trop pour que ça revienne à une capacité que tu es capable de tenir, tout simplement. Et les mecs, souvent, ils veulent en faire plus, plus, plus. Et je sais pas dans quelle mesure, toi, tu arrives à réfréner un petit peu d'ailleurs ces élans que les mecs ils ont. Ouais, effectivement, ça va dépendre des profils. Il y en a justement, ils vont avoir peur de retourner sous la barre. Ah Ou oui, aussi, bien sûr. dans n'importe quel sport, tu vois. Tu as celui qui va être trop frileux et effectivement, tu as celui qui il s'en fout. Il dit, vas-y, c'est bon, j'ai plus mal, je me mets comme avant. Ouais, mais non, en fait, si pendant un mois, tu as même baissé tes charges et c'est la seule chose que tu as mise en place, bah déjà, tu t'es désadapté, tu n'as rien recréé de nouveau pour ne pas te reblesser et en plus, tu veux retourner au niveau initial. Ça peut marcher, et peut-être ça peut passer. Moi, je pense qu'en général, ça passe pas. Peut-être pendant une semaine, tu bon, mais donc voilà, c'est ouais, baisser la charge, c'est une des choses qu'on peut faire. Ça va pas être suffisant. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on a plus mal que le problème est réglé. Et donc, effectivement, tu auras d'autres choses à faire. Il faut aller voir peut-être au niveau de la technique pure, au niveau des compensations, au niveau de la mobilité, au niveau de la charge globale d'entraînement, au niveau de ton stress, enfin ton hygiène de vie tout autour. C'est des choses, mais que vous, en tant que coach, vous gérez aussi. Et donc, le fait d'avoir plusieurs avis et peut-être un athlète, tu vois, il va pas parler des mêmes choses qu'il parle à son coach, à ses potes, à son kiné, à son médecin. Et c'est pour ça qu'aussi la relation de confiance est importante à ce niveau-là pour essayer d'avoir toutes les pièces du puzzle, en tout cas un maximum. On peut pas tout avoir, mais pour pouvoir gérer le plus possible, quoi. Oui, bien sûr, bah, c'est important de toute façon d'interagir un maximum pour avoir le plus comment dire, de nouvelles de ce qui se passe. Mais même aussi, je sais que, tu vois, tu as pas mal de mecs. Donc, comme tu as dit, bon, il y a les deux profils. Tu as ceux qui sont plus frileux, qui vont avoir peur, etc. Donc là, c'est plus un travail de regagner confiance. Mais finalement, en fait, la méthodologie est systématiquement la même. C'est-à-dire qu'il faut repasser par les mêmes étapes. Simplement, comment faire appréhender les étapes à la personne, ça va différer énormément d'un profil à l'autre en fonction de comment il va justement percevoir ces étapes. Parce que quand tu expliques à un mec, OK, il faut que tu fasses le mouvement, mais il faut que tu le fasses sensiblement plus léger que ce que tu l'as toujours fait, parce que le but, c'est pas forcément de te stimuler de telle sorte à avoir des adaptations qui vont faire que tu vas devenir plus fort. C'est simplement, bah, justement, regagner confiance dans ton corps sur l'exercice, de défaire les compensations, parce que même si à un moment tu as plus mal, mais si tu as eu mal pendant une semaine, 2 semaines, bah, tu as adapté ta technique et ta façon de bouger sur l'exercice par rapport à ces douleurs-là. Donc, tu as modifié ton schéma et potentiellement que du coup tu vas peut-être mettre plus de contraintes et de stress sur d'autres parties de ton corps. Donc bref, il faut vraiment avoir une intensité très basse et les gens ils sous-estiment à quel point il faut baisser justement parfois pour réussir à vraiment se concentrer sur être relativement symétrique, défaire les compensations, etc. etc. Et après pour ceux qui ont l'appréhension de revenir, c'est le même schéma, c'est il faut quand même faire, mais il faut faire léger. C'est ça aussi, les gens, en fait, ils ont toujours l'impression que ils font leur baseline et que du coup, en fait, s'ils font moins, ça n'existe pas. C'est soit, je sais pas, je dis une connerie, mais admettons, tu vois, allez, on va faire un truc très rond, tu as 100 kilos au squat. Tu as 100 kilos au squat, on va dire 80% de tes séries, c'est entre, allez, 65 kilos vraiment au plus léger, et donc 65%, et jusqu'à voilà 90, 95%, 90, 95 kilos. Et le truc, c'est que si t'es vraiment genre à 40 kilos, 50 kilos, c'est que de la chauffe, ça peut pas exister que ce soit des séries de travail entre guillemets. Et les gens, ils ont vraiment du mal parfois à saisir ça, que pour eux, c'est d'autres exercices qu'il faut faire parce que tu as mal, soit c'est tu refais l'exercice mais tu le fais vraiment. Et les gens, ils ont vraiment énormément de difficultés à saisir ça. Je pense que tu dois vivre pas mal ça au quotidien, parce que c'est vrai que c'est des trucs qui sont compliqués, et d'interagir avec les coachs, parce que les coachs aussi ont parfois cette difficulté-là. Avec Marco, on a connu des coachs qui refusaient de diminuer les charges au squat de gens qui
avaient pourtant mal et qui avaient du coup des mécaniques qui étaient défaites au squat et qui disaient oui, mais de toute façon, si tu mets en dessous de ça, etc., etc. Donc il y a toujours cette double approche à avoir. Communiquer avec le coach aussi, c'est pas évident, hein. Ah ouais. Et ça, c'était sur des grosses échéances, on va dire? Le fait que le coach soit trop strict, tu vois, et qu'il veuille pas faire un pas en arrière? Pas du tout, pas Ou du tout. même pas? C'est juste la mentalité de, tu sais, il faut parfois, ce qui est une réalité, mais c'est toujours une question de proportion, il faut parfois t'exposer à de la douleur. En gros, voilà, il faut savoir t'exposer à la douleur. En gros, c'était plus ça la façon de penser, on va dire. Ouais, mais en fait, ça, tu as fait d'ailleurs un réel là-dessus, Étienne, je crois que c'était hier, que le fait de ressentir la douleur, qu'il y ait une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a un truc qui est pas normal. Et en fait, dans les sports de force, le street lifting et le power, et c'est sans doute pareil dans le street workout, c'est que à un certain niveau, en fait, certes, il y a beaucoup de personnes qui acceptent cette douleur et qui l'intègrent en fait et se disent voilà, ça fait partie du jeu. Sauf que non, en fait, c'est qu'il y a peut-être justement un truc que tu es en train d'occulter et qu'il faut peut-être creuser, aller voir et justement trouver des solutions pour bah, contrer totalement le problème, quoi. C'est ça, avant que ça parte complètement en couille et que ce soit déjà trop tard, quoi. S'il y a une douleur, tu la prends en compte, ça veut pas dire que tu vas arrêter de t'entraîner. Je sais pas, tu fais un dips, tu as une petite tension à l'avant de l'épaule, classique. Ça veut pas dire que tu arrêtes ton entraînement tout de suite, mais déjà tu la prends en compte, tu l'occultes pas, tu la mets pas sous le tapis ou quoi. Tu vas voir si elle diminue pendant la séance, à première vue, c'est plutôt tranquille. Si elle commence à augmenter à chaque série, là, il y a peut-être un problème. Et donc, déjà, sur la séance, tu vas gérer ton volume de travail. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes toute ta séance. Si tu as juste mal à l'épaule, peut-être ton squat, tu peux le faire. Peut-être tes tractions, ça peut passer ou quoi. Donc, toujours adapté. Et aussi, par exemple, si je prends l'exemple d'un squat, tu te fais mal au squat, au bas du dos. Ok, ton squat, pendant un temps, il va être limité par le facteur douloureux, donc ça va être le bas du dos. Par exemple, si tu as mal, on reprend l'exemple du squat à 100 kilos, si tu as mal seulement au-dessus de 90, peut-être tu peux continuer par contre de bosser à 70, 80. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu dois non plus arrêter de bosser tes jambes. Il y a plein de façons de bosser ses jambes sans mettre de charge sur le dos, en tout cas sans recréer la douleur. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de nuances qui sont méconnues, on va dire, surtout par les pratiquants, par certains coachs et par aussi beaucoup de kinés, moi compris, hein. Pour l'instant, on apprend tous les jours, donc Ok. Et moi, d'ailleurs, tiens, Étienne, j'ai une question qui rejoint là le sujet. C'est moi demain, je viens vers toi. euh, j'ai une douleur justement à l'épaule. J'ai une douleur à l'épaule. C'est quoi un peu toi ton comment pour établir un diagnostic? Genre, je suis dans la démarche d'avoir un suivi à distance. Qu'est-ce que tu me poserais comme question? Quelle info tu prends en fait? ce qu'on prend toujours en compte en kiné, ça va être ce qu'on appelle nous les red flags. Ça va être tout ce qui est, trop grave pour, venir en première intention chez nous. Donc ça va être s'il y a eu un traumatisme, si tu as fait quelque chose, que tu as entendu crack, que tu arrives pas à lever le bras derrière, que, tu t'es paralysé de la moitié du corps, tu vois? Des choses, vraiment graves. Que, tu es ultra sensible, sur un point, vraiment tu peux à peine le toucher, peut-être qu'il y a des fractures. Tu vois? S'il y a une déformation, s'il y a des choses comme ça, je vais pas moi te prendre à distance. Je vais te dire, là tu vas aux urgences, tu vas chez le médecin ou quoi. Donc on a toute une liste de red flags auxquels il faut qu'on pense avant. Ça, c'est même pas savoir si c'est pris à distance ou pas, hein. C'est même en cabinet, je le renverrai aux urgences. Ça, c'est Ok. important de pas dépasser ce cadre-là, on va dire. Après, donc on fait le top, c'est le bilan, en visio. Comme ça, on a le retour visuel et puis en plus, on prend le temps d'expliquer, donc comment c'est arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? L'intensité de la douleur, est-ce que ça a diminué depuis? Est-ce que ça a augmenté? Les différents symptômes. On va aussi faire le diagnostic différentiel. Donc, quelles sont les autres possibilités potentiellement plus graves qui peuvent créer cette douleur? Et il y a des choses qui sont plus compliquées à gérer à distance et ça, faut pas avoir
honte, au contraire, de dire bah, moi, je pense que je peux pas gérer ça à distance. Là, il vaut mieux que tu ailles voir un collègue en présentiel, quelque chose comme ça. Et même si c'est pas dans mon champ de compétences actuel, puisque je débute encore, donc j'essaie de rester le plus humble possible à ce niveau-là. Bah, je vais dire ici, moi, je pense que je peux pas gérer. Je te renvoie si j'ai un collègue que je connais qui bosse par là, je vais essayer de dire bah, on va voir ce gars-là, il bosse bien, etc. Euh, donc ça, c'est toutes des choses comme ça de l'histoire qu'on va essayer de récolter au maximum. Euh, Ensuite, on va faire un bilan global de la mobilité avec les amplitudes passives, les amplitudes actives, des mouvements aussi globaux qu'on va intégrer, un testing fonctionnel de la force, voir s'il n'y a pas un gros déficit qu'on objective directement. Tout ça, c'est des choses que je vais te laisser faire de ton côté. Je vais t'envoyer le bilan en vidéo de moi qui le fais avec les indications. Toi, tu vas essayer de filmer à peu près dans les mêmes angles que moi et en me donnant tes ressentis en live ou en message. Euh, et donc avec ça, déjà, on peut créer une base de programmation. Toute la première semaine, moi, j'aime bien la garder assez évolutive, on va dire, puisque je fais encore des tests. Je vais pas te programmer un mois complet. Si je vois que dès la première séance, tu me dis, bah ça c'était archi facile, ça je pense que tu as visé à côté, ça j'ai pas l'impression que ça traite mon problème, ça c'est beaucoup trop dur pour moi actuellement. Bah, tout ça, c'est dès la première semaine, on va essayer de le réadapter. Même dès le lendemain, je vais essayer de réadapter. Euh, Ensuite, ce qui est très cool, c'est qu'on échange, comme vous avec les coachs en suivi à distance, bah, tous les jours, tu essayes d'échanger, d'avoir des retours. Ok, ça, comment ça s'est passé? Ça, j'ai peur que ce soit trop dangereux pour moi, donc j'ai pas osé le faire. Ok, bah, peut-être on va prendre un pas en arrière. Ou alors, je t'explique pourquoi, à mes yeux, c'est vraiment un mouvement qu'il faudrait que tu fasses. Toi, tu me dis pourquoi tu as peur, t'appréhendes de le faire ou quoi, ça existe. Euh, quelqu'un qui a mal, je sais pas, qui s'est fait mal aux tractions il y a 6 mois et qui n'a pas refait de traction depuis, peut-être sa première traction, il va appréhender à fond et en fait, il va modifier sa technique pour que du coup, elle soit plus du tout optimale. En fait, il va dire, ouais, mais je le ressens pas, en fait, ça me fait mal et tout. Ouais, mais regarde comment tu fais ta traction. C'est pas une traction, en fait. Je sais pas, t'es gainé, c'est bizarre, tu pivotes, ça se voit que tu essaies d'éviter un axe de travail. Et donc, bah, ça, pareil, il faut discuter, il faut réadapter, inclure des nouveaux exercices, des choses comme ça. Ok, donc ouais, c'est un échange presque quotidien en fait avec les personnes que tu suis, c'est ça? Ouais, ça l'est. Ouais, quasi quotidien. Ok, Ouais. Si d'accord. quelqu'un a moins besoin d'être accompagné ou quoi, moi, je vais quand même le relancer. Et si quelqu'un a beaucoup de questions, bah, go pour les questions. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Ok, ça marche. Et Victor, généralement, pour une douleur, tu recommandes combien de séances par semaine tu fais faire en moyenne généralement? Quelle douleur? Bah, on va continuer sur l'exemple de l'épaule. Comme il disait, tac, douleur à l'avant de l'épaule, au dips, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, pas forcément qu'est-ce que tu préfères, mais combien de séances? Je sais que nous, avec Marco, tu vois, la moyenne très récurrente qu'on a avec les gens qu'on coach, et en fonction de leur disponibilité, et en fonction du compromis de la fatigue que tu vas engendrer et de à quel point ils vont pouvoir progresser, c'est 4 séances par semaine, généralement, le truc qu'on fait le plus souvent, je pense. Donc toi, je sais pas trop dans quelle mesure c'est proche de ça, loin de ça. On va dire des séances de vrai travail, ça va être effectivement allez, on va dire 3 fourchettes basses jusqu'à 4. Mais par contre, tous les jours, tu peux faire un truc. Ça veut pas dire que Ouais, tu vas à la salle et que tu mets de la charge, mais tous les jours, tu vas pouvoir faire des petits trucs, des contractions isométriques, des rotations articulaires contrôlées. Tu vas mobiliser et un bien peu sûr. stimuler pour désensibiliser tous les jours, même plusieurs Ok. fois par jour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. ok. Ah, c'est ça aussi, c'est que les gens ils comprennent pas que, en gros, quand on a, enfin, les mécanismes liés à la douleur, c'est quoi? C'est qu'on va avoir potentiellement une lésion tissulaire. Donc là, auquel cas, bah, il faut qu'il y ait des adaptations physiologiques pour réparer les tissus en question. Donc il faut envoyer les bons signaux. Donc voilà, comme tu as expliqué, par exemple, voilà, le fait de faire l'isométrie, ça permet de réaligner les fibres de collagène pour stimuler la cicatrisation de manière saine. Et il y a d'autres méthodes, évidemment. Et après, il y a aussi la notion de douleur en elle-même, c'est-à-dire l'activation des mécanorécepteurs qui sont responsables. Et puis, il y a il y a d'autres mécanismes qui sont en lien avec la douleur, mais globalement, voilà, typiquement, le truc qu'on répète souvent, c'est l'activation des nocicepteurs. Les nocicepteurs, comme tous les tissus, enfin,
l'immense majorité des tissus de notre corps, ils ont une capacité de développement d'hypertrophie. C'est-à-dire qu'au même titre que les muscles, plus on les stimule, plus ils vont être stimulables facilement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on a eu beaucoup mal et qu'on s'est beaucoup exposé à la douleur sur un même membre et même parfois sur l'ensemble de son corps, plus on va avoir un seuil de douleur qui va être bas, on va facilement ressentir la douleur, on va être douillé entre guillemets, et notamment sur la zone en question, sans qu'il y ait forcément une corrélation avec l'état tissulaire. Et du coup, le fait de faire ce que tu expliques, qui est hyper intéressant, de chercher à bouger un peu en permanence, c'est un peu exagéré, mais plusieurs fois par jour en tout cas, en dehors de ces vraies séances, en essayant d'avoir des amplitudes amples mais non douloureuses, en mettant une intensité qui sera proportionnelle avec justement le niveau de douleur, pour essayer de ne pas trop l'atteindre, pour ne pas trop stimuler ces nocicepteurs et éviter de les hypertrophier davantage. Et c'est un truc qui est extrêmement important. Le fait de marcher notamment, d'être actif. Moi, je sais que j'ai des gens aussi, enfin, ça c'est le mal du siècle, comme on dit, c'est quelque chose qui est très récurrent, notamment dans les sports de force, mais les douleurs au dos, le fait tout simplement d'aller marcher, c'est un bénéfice qui est énorme par rapport à ça. Au-delà de mobilisation spécifique sur le dos, faire des flexions, extensions, rotations, etc., inclinaison, machin, c'est déjà très bien d'aller simplement marcher. Ça fait bouger un peu les sacro-iliaques, ça fait bouger un peu l'ensemble, enfin tout le schéma locomoteur, c'est très important. Et les gens sous-estiment énormément l'importance que ça a et le bénéfice qu'ils peuvent en retirer sur beaucoup d'aspects. Ouais, c'est clair. La marche, c'est la base en vrai. Et t'as beau faire 1 heure et demie d'entraînement 4-5 fois semaine, si le reste du temps t'es assis derrière ton bureau, ben en fait, t'es sédentaire. Bien sûr, t'es sédentaire, t'es sportif sédentaire. C'est ça. Il y a un énorme gap entre ce que tu fais pendant ton entraînement et dans la vie de tous les jours. Mais on est tous concernés par ça. Quand tu bosses derrière ton ordi, tu peux te mettre debout et tout. Il y a des trucs cool à faire, mais j'ai pas encore testé le petit tapis de marche en travaillant. Ça, j'ai peur de me Ah péter la oui. gueule, mais ça a l'air sympa. Mais effectivement, pour le mal de dos, le fait de marcher régulièrement, ça va être ultra bénéfique. Sans forcément partir faire ces 10 000 pas d'un coup, mais tu les Oui, répartis sur ta journée, quoi. c'est ça, c'est que les gens, en fait, ils ont trop l'impression que soit ils doivent, mais comme on disait pour le squat juste avant, soit ils doivent faire à 100%, soit ils doivent pas faire. C'est soit je peux marcher, je peux faire 10 000 pas par jour, soit je peux pas les faire, je peux faire 8 000, mais du coup, je les fais pas. Parce que c'est 10 000 qui vaut rien, c'est on, Ouais, off. Le squat, ça compte pas. c'est ça. Soit le squat, je le fais à 70% plus, soit je le fais pas. Alors qu'en fait, il y a un monde de capacité de progression, de marge de progression, qui est énorme, notamment sur la marche. Franchement, moi, je vois beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens, ça, c'est des profils un peu plus des personnes, on va dire, qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui veulent perdre du poids et tout, qui me disent, bon, enfin, je leur dis, il faudrait traquer un peu le nombre de pas par jour pour voir le niveau d'activité. Et ils me disent, je sais pas, ils ont un travail, pas forcément un travail full bureau, mais un truc genre, par exemple, par exemple, professeur, tu vois, on va dire professeur, hein, tu te déplaces de classe en classe, mais bon, globalement, tu es quand même assis à ton bureau pendant 1 heure non-stop, tu donnes un cours, tu redonnes un cours 1 heure après, tu es encore assis ou alors debout au max, tu piétines un petit peu, mais voilà. Et souvent, ils me disent, les gens qui font voilà, ce type de métier en haut, ils disent ouais, mais moi je pense que je marche vraiment pas mal par jour, je dois faire au moins 8-9 000 pas. Et tu leur demandes de traquer en installant une application, en fait, ils se rendent compte qu'ils font 2000 pas. Les gens, en fait, ils se rendent pas compte du niveau d'inactivité qu'ils ont, quand bien même ils font leur sport 1 heure et demie, 4 fois par semaine ou parfois plus. En fait, il y a des fois où, sincèrement, ce serait bien de peut-être en faire un peu moins du côté renforcement musculaire, musculation, etc. Et en faire un petit peu plus sur l'aspect simplement bouger de manière générale. Et ils pourraient voir à quel point ils progresseraient finalement pas mal, parce qu'ils ont peut-être déjà un peu développé l'axe via la musculation et tout. Ils ont tellement aucun niveau sur l'aspect, ne serait-ce que cardiovasculaire via la marche, si on marche un peu vite de manière soutenue et tout, que en fait les types ils sont niveau zéro à ce niveau-là et du coup ils ont une perte qui est énorme sur leurs entraînements, sur des trucs qui ont pourtant rien à voir sur le papier, tu vois. Ouais, c'est Moi, clair. moi, d'ailleurs, ça, c'est un truc que je suggère pas mal et c'est un truc, je pense que globalement, tout le monde le conseille maintenant. C'est un truc qui était beaucoup moins le cas avant. Mais tu vois, dans le cadre d'une perte de poids, par exemple, si la personne arrive à un certain palier, a des difficultés à perdre du poids au lieu de taper dans un déficit encore un peu plus important au niveau des glucides, etc., intégrer la marche, c'est un truc qui est hyper intéressant. Après,
y a des gens qui répondront ouais, mais il faut avoir le temps, etc. Après, je pense que tu peux t'organiser pour te donner ce temps-là. Et puis, pour tout ce qui est de la prévention des blessures, etc., je pense que de toute façon, globalement, le corps, l'être humain est fait pour bouger et pas pour être inactif comme ça. Et ça nous, entre parenthèses, ça nous dérègle complètement voilà, d'être assis toute la journée. D'être dans des positions qui sont pas vraiment physiologiques. Même, je pense que ça nous prédispose forcément à pas mal de pathologies ensuite parce que ça a tendance quand même vachement à nous raidir. Je vois déjà passer un certain âge, je dirais 30, 35, 40, tu vois les personnes qui ont quand même des gros manques de mobilité. Je pense que toi, Victor, aussi, c'est un truc que tu dois constater. Sûr, ouais. C'est un truc de fou, quoi. Et même des fois très jeune, quoi. Parce qu'on pense toujours à la personne âgée, etc. Mais moi, je connais des mecs de 30 ans, ils sont pas capables de faire un squat complet, quoi. Bah, de plus en plus, en vrai, hein, moi je trouve que plus le temps avance, plus les gens ont tendance à se sédentariser énormément et à flemmardiser beaucoup. Ça, après, c'est avec l'avènement des trucs, t'as de plus en plus le digital qui prend le pas, donc forcément, t'as de plus en plus la capacité d'obtenir des trucs satisfaisants sans bouger, donc nécessairement. Mais en vrai, pour moi, même, toi, tu disais que la marche était intéressant à intégrer pour une perte de poids. Pour moi, c'est genre, c'est en première intention. C'est en première intention, tu vois. C'est-à-dire que 10 000 pas, c'est environ 1h30 de marche à un rythme à peu près soutenu, sans être sur un rythme de fou furieux. Et ça revient à 3 fois 30 minutes. 3 fois 30 minutes dans une journée, comme tu as dit, hein, c'est pas obligé de les faire les 10 000 pas d'un coup. 3 fois 30 minutes, franchement, ça revient pas à un truc énorme. Si tu réfléchis Ouais. le soir, tu peux peut-être même caler 45 minutes. Tac, ça veut dire que tu peux caler un créneau de 15 minutes, peut-être le matin, tu te gares un peu plus loin ou que sais-je, tu sors un arrêt avant, machin. Et midi, par exemple, tac, tu te fais une petite balade de 30 minutes, pareil. Et en vrai, 1h30 de marche sans aller. Et là, ça te fait 10 000 pas uniquement de marche. Ça veut dire que peut-être si tu bouges un petit peu dans la journée, tu peux dépasser les 12 000, etc. Donc ça fait qu'en fait, c'est extrêmement atteignable et ça crée un bénéfice énorme sur la composition corporelle et sur la sensation de bien-être, etc. Et tiens, il y avait une question qui m'était venue, c'est qu'il y a une croyance qui était extrêmement répandue à l'époque, là dont on entend un petit peu moins parler maintenant, mais c'est tout ce qui est équilibre musculaire. Avant, tu sais, on disait typiquement, il fallait faire 2 fois plus de tirage que de développer. C'était vraiment genre le truc, le chiffre absolu. Si tu faisais pas ça, tu allais avoir des épaules foutues. Du coup, toi, à quoi est-ce que tu attribuerais le plus les blessures? Est-ce que c'est une question justement de déséquilibre musculaire de ce type-là? C'est parce qu'en fait, on fait trop dans un sens, pas assez dans l'autre, machin? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que c'est un petit peu lié? Qu'est-ce que tu dirais? Question complexe, mais j'ai entendu effectivement le principe de faire 2 fois plus de pull que de push. Euh, Comme d'hab, ça va varier, mais globalement, ça peut être un des facteurs parmi tant d'autres qui peut mener à une blessure. L'important, on va dire, ça va être de pouvoir bouger dans tous les cas ses articulations dans toutes les amplitudes. Effectivement, si toute ta vie, tu as fait que le même schéma, le même pattern moteur tout le temps, tu vois, tu as fait que du développé couché toute ta vie, il y a des chances que lever le bras au-dessus de ta tête, ce soit compliqué si tu l'as pas entraîné. Bien sûr. Donc, rien que le fait de bouger dans toutes les directions régulièrement, ça va te prévenir d'une partie des blessures. La première base. Euh, Après, il faut que tu réussisses à avoir de la force dans beaucoup d'angulations, mais bon, on va dire surtout dans les schémas moteurs dont tu as besoin dans ton sport. Après, le ratio de pull pour un push, je pense qu'il vient de nulle part. Clairement. J'ai pas vérifié dans la littérature, mais ça me semble très. C'est bien, enfin, ça donne une belle idée, mais en fait, je pense que c'est faux. Le fait, moi, je mets ça en lien dans ma tête, c'était parce qu'on voulait pas avoir les épaules en avant. Ouais, c'est Aussi, ça, oui. ouais. C'était ça en partie. Alors, on aimait bien donner, je sais pas, dire le petit pec. Ah, c'est ce muscle-là qui fait que tu as les épaules en avant. Ok, il faut étirer le petit pec. En général, quand tu
cible un seul, un muscle comme seul responsable, c'est pas vraiment ça. Il y a rarement un muscle qui est le coupable de tous les maux. Le, faut pas oublier que le fait d'avoir les épaules enroulées en avant, en fait, juste si tu fais une petite extension thoracique, ah bah tes épaules elles sont réalignées. Donc en fait, peut-être les épaules avaient pas grand-chose à voir dans ta posture. Peut-être en fait c'était au niveau thoracique qu'il fallait jouer. Donc en fait, à chaque fois, il y a plusieurs moyens. Et effectivement, dire ça c'est le coupable, donc ça c'est la solution, c'est rarement valable. Tout est toujours à nuancer. Après, effectivement, un mec lambda qui fait que du développé couché dans sa vie, je suis pas sûr qu'il ait ni une belle ligne physique, ni une belle posture, même si on sait que la posture n'est pas du tout un facteur de risque de blessure. Ça, c'est aussi C'est ce que important à dire. c'est ce que j'allais te demander après, justement. L'analyse de la posture dans la prévention des blessures. Ça nous donne des indices. Ok. Donc, ça va être Mais sur les compliqué de dire. compensations ou sur les compensations ou sur les c'est causes ou conséquences en fait. C'est toujours un peu les deux. Oui. C'est chiant d'avoir un kiné en podcast, hein, parce que t'aimerais bien hein, qu'ils disent. Mais c'est toujours un peu les deux et il faut toujours réfléchir dans les deux sens. Si tu réfléchis que dans un sens, il y a des chances que tu te trompes ou en tout cas que tu occultes une partie du, de la solution, quoi. Après, effectivement, donc on sait que une mauvaise posture n'est pas prédicateur de blessure ou d'augmenter le risque de blessure, mais c'est quand même à prendre en compte. Euh, Effectivement, et par contre, il faut aller voir, je sais pas si je reprends l'exemple du gars qui a les épaules enroulées en avant, qui est voûté, machin. On va voir si il arrive à avoir son extension complète thoracique, alors on est bon. Si par contre il reste sa position d'extension globale, ça reste en flexion, bah là il y a un problème. Ouais. S'il peut pas balayer toute son amplitude articulaire, là il y a un problème et là va falloir bosser ça. Après, Ça, il dans est les limité, athlètes hein. de haut niveau, il y a des choses qu'ils pourront pas faire. Un lanceur, il a tellement lancé toute sa vie qu'il va avoir un GER, donc c'est ce qu'on appelle un déficit Autant- Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il a fait ça toute sa vie. Donc, faut pas lui demander d'avoir la même amplitude qu'une gymnaste russe de 12 ans. Parce qu'en Oui, fait, bien sûr. Ouais. il a compensé pour être meilleur dans son sport. Donc, tout son corps s'est adapté pour être meilleur dans son sport. Mais c'est pas là, c'est l'athlète de haut niveau et c'est pas le mec lambda ni le sportif lambda. Tout est toujours à remettre en contexte aussi, quoi. Bah, je sais qu'à l'époque, j'étais extrêmement matrixé par ça, par l'analyse posturale, les déséquilibres, que ce soit sur le plan frontal, sagittal, que ce soit en rotation, en inclinaison. Hop, tu as une épaule un peu plus basse que l'autre, une hanche un peu plus haute que l'autre, les épaules un peu enroulées. Ça va être très mauvais signe. Et je me rappelle, j'avais un prof à la fac qui avait dit que, notamment en escrime, il y a des mecs très haut niveau, mais parfois assez jeunes, qui sont repérés dans des pôles, machin, qui ont des scolioses, et qui sont en grande partie causées par leur pratique de l'escrime très fréquente et très intense, et que ces scolioses-là, en fait, elles sont fonctionnelles dans leur activité et qu'elles les servent parce que du coup, ça leur permet d'avoir une sorte d'allonge supplémentaire, une posture qui est un peu calquée dans le moule de ce qu'il leur faut, et que les mecs qui veulent défaire justement cette espèce d'adaptation qu'ils ont eu à leur activité, bah, finalement, ils les desservent parce que ils vont défaire tout simplement une sorte d'optimisation du mouvement qu'ils ont créé de manière inconsciente. Je me rappelle à l'époque, je m'étais dit putain, mais c'est comment dire enfin, c'est de la folie quoi. Ils vont se blesser et tout. En fait, c'est vrai qu'on a tellement entendu des trucs sur la posture, des sortes de pensées du style, comme tu disais, tu vois. En fait, je pense que tu as fait un exemple qui était extrêmement bon parce que à chaque fois, quand on t'expliquait que tu avais les épaules roulées vers l'avant, c'est que tu avais voilà, une suractivation des muscles de la chaîne antérieure, pectoraux, épaules, tout ce que tu veux, et des muscles de la chaîne postérieure qui sont trop faibles. Mais en fait, tu peux pas mesurer la force des muscles liée à une posture. La force des muscles, tu la testes avec des exercices, tu la testes avec une capacité de mouvement globale sur des mouvements dynamiques, pas sur une posture isométrique qui, comme tu as dit, voilà, elle peut être soit le représentative d'une douleur. En effet, si j'ai un petit peu mal sur, je sais pas, mon pied droit, très certainement que je vais m'appuyer un petit peu sur mon pied gauche et que du coup, je vais avoir peut-être la hanche gauche un peu plus basse, épaule, enfin un peu plus haute, épaule gauche un peu plus basse, etc., etc. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est intéressant.
Ça, c'est une notion, les gens sont extrêmement matrixés par ça. Ils veulent tellement modifier, même dans leur gestuelle du coup de muscu. Ils voient que ils ont sur leur squat la barre qui est un tout petit peu penchée. Putain, faut tout corriger, machin. Et en fait, ils se rendent compte que quand ils corrigent, ils sont pas du tout confort, ils sont pas bien. Et ça les dessert énormément. Et ça, même une fois qu'ils se sont habitués, ça leur a rien apporté de spécial. Ils ont juste perdu un peu de temps. Mhm. Ouais. J'embraye justement avec la question qu'on avait, moi et Victor, c'est toi qui es plutôt spécialisé dans le street lifting, street workout, c'est quoi les pathologies que tu rencontres le plus? À quoi, enfin, toi, tu pourrais comment les attribuer à quel type de choses? Est-ce que c'est des mauvaises, enfin, j'anticipe déjà ta réponse. Tu vas me dire que c'est plusieurs choses à la fois, mais peut- peut-être le truc qui revient le plus, et aussi justement les solutions que tu pourrais donner à ces personnes-là. Bon, je fais un petit teasing. Je pense que articulation, épaule, coude, poignet, c'est ce qui mange le plus dans cette pratique. Donc voilà, toi, comment tu appréhendes les choses quand quelqu'un vient te voir et qu'il a ce genre de douleur? Bah, la première question, du coup, les blessures les plus récurrentes, on va dire. Ouais. Euh, on aura le surmenage au niveau des poignets, parce que forcément, notamment sur les dips et les muscle-up, ils prennent très très cher sur des grosses contraintes de flexion-extension et sur de la charge axiale. Avec les dips maintenant, avec les perfs qu'on commence à avoir, c'est assez fou ce qu'on arrive à charger quand même sur le haut du corps. Euh, Ça, on peut avoir un manque de mobilité, un manque de progressivité dans la mise en charge sur le poignet. Si tu passes de 0 kg en moyenne sur ton année à 100 kg en moyenne sur une année, en 6 mois, forcément, il y a un délai d'adaptation des tissus qu'on ne peut pas réduire et qu'on ne peut pas enlever non plus. C'est dommage, mais les coudes, ils prennent. Les coudes, ça va être surtout, je pense, le tendinopathie d'insertion du triceps. Ça va prendre pas mal. Euh, et plus un petit peu en dessous, je pense, les tennis, les golf elbow, donc les tendinopathies des fléchisseurs et des extenseurs du carpe. Notamment avec le muscle up, on va partir beaucoup en false grip comme ça pour gratter un peu, optimiser la trajectoire. Donc forcément, ça charge beaucoup, surtout que le muscle up, on a le côté explosif. Donc grosse mise en charge rapide sur les tissus. Et quand on a une mise en charge rapide sur les tissus, c'est beaucoup le tendon qui va prendre. Et le tendon, on sait qu'il s'adapte beaucoup plus lentement que le muscle. Donc là-dessus, il va falloir faire gaffe. Et si une douleur commence à arriver, déjà y penser, déjà l'anticiper avant de la laisser s'installer. Les tendinopathies, on sait que ça peut être très long à guérir. Ce qui est gênant avec ça, c'est qu'on peut continuer de s'entraîner. Et une fois que tu es chaud, tu as moins mal. Ouais, Je pense on l'a tous fait. Et c'est une heure bien sûr, après, hein. tu fais putain, mais quel con, j'aurais pas dû forcer. Mais une fois que tu es à la salle, tu as moins mal. Donc c'est trompeur. Et Euh, justement, avant que tu poursuives, est-ce que tu pourrais donner des exercices, par exemple, de prévention pour contrecarrer un petit peu, voir venir ces problèmes-là, les anticiper? ouais, déjà, ça va être dosé. Donc, c'est-à-dire monitorer la charge qu'on a mis sur une séance. On va prendre une semaine parce que c'est plus représentatif. Combien j'ai mis cette semaine par rapport à combien j'ai mis un mois après. Si j'ai triplé le volume, je peux me dire que c'est un peu trop. Peut-être qu'augmenter par contre on va dire plus ou moins 10% sur un laps de temps moyen, c'est pas mal. C'est compliqué de donner un chiffre parce que du coup, ça va dépendre de l'exercice, etc. Mais donc, les prendre en compte, les doser en exercice qu'on peut mettre en place, bosser sa mobilité. Si j'arrive Mhm. pas à atteindre une amplitude sans charge et que je l'atteins seulement avec de la charge, ça va être problématique sur les dips. Si je sais pas faire une extension active ou à vide
moi-même et que j'arrive à avoir mon amplitude parallèle au dips seulement avec 50 kilos, à mon épaule, au bout d'un moment, elle va me dire Coco, t'es gentil, mais moi je me casse. Donc, anticiper ça, bosser la mobilité, super important. Un bon warm-up pour réveiller le système nerveux, euh, pour qu'il soit déjà au taquet et potentiellement si notre mobilité est un peu, on va dire, en cours de travail, ajouter un exercice de mobilité actif, type un pulse and raise, des trucs classiques contractés, relâchés avec une bonne intensité, pour que le système nerveux et tous les tissus soient déjà parés, qu'ils ne soient pas surpris par la charge qu'on leur met d'un coup. Donc bon warm-up, la mobilité, on va dire un travail sur la durée qui va être tout le temps un peu là. Ça sert à rien de faire de la mobilité 2 semaines et puis d'arrêter tout le reste de l'année, quoi. Ça, on sait que les tissus ils prennent du temps à s'adapter, donc c'est un travail de longue haleine, de l'ombre. Pendant les jours de repos, ça peut être intéressant d'inclure des choses comme ça. Ok. Problème de mobilité, d'extension, d'assouplissement, de renforcement en fin d'amplitude, des choses comme ça, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, donc pas mal en fait la gestion du volume et de l'intensité, forcément. Ça, c'est un truc qu'on répète souvent. Et puis aussi des exercices d'activation finalement intégrés dans le warm-up. Et est-ce que tu donnerais aussi des exercices, par exemple en fin de séance, des petits exos comme ça pour renforcer des petits muscles, quoi. Par exemple, moi, à titre perso, j'intègre vachement les avant-bras, les flexions-extensions. Parce que c'est un truc qu'on travaille jamais en fait. Et est-ce que tu penses que c'est pertinent, toi, de ton œil de kiné, d'intégrer ça? Ouais, franchement, ouais, carrément. Ça peut aussi être des choses qu'on fait pendant les temps de repos, si c'est une faible intensité, qu'on veut juste accumuler du volume sur un schéma particulier, je sais pas, un infra-épineux ou quoi. On va dire qu'au squat, t'as pas trop besoin de ton infra-épineux au taquet. Donc ça peut être intéressant de le bosser pendant un temps de repos, par exemple, faible intensité, juste pour accumuler du volume là-dessus. Et c'est cool de les faire en fin de séance. En vrai, c'est largement mieux que rien, mais souvent, c'est comme les abdos, c'est zappé à la fin. Hmm. Donc si tu les mets dès le début, après à voir à quelle intensité tu les mets pour pas que ça impacte tes performances, mais si tu les mets au début, tu es sûr de les avoir faits. Et voilà, parce que si tu les mets à la fin, tu vas dire, vas-y, j'ai la flemme, c'est bon, j'ai fait mes 3 ou 4 lifts de la séance, je rentre chez moi, quoi. Ah, Ouais. c'est une question d'adhérence, je suis d'accord. Ouais. L'échauffement qui n'en devient plus un. Finalement, moi, je fais pas mal de pes and raise hanches avant de faire du squat. Et finalement, ça me flingue le cul. Je sens mes fessiers qui sont crevés quand je fais mon squat. Mais en vrai, je suis malgré tout, sur du moyen terme, plus fort. Enfin, sur du court terme, du coup, si j'arrête d'en faire, je suis plus frais parce que je fais mon squat sans avoir eu cette pré-fatigue. Mais si j'attends quelques semaines sans en faire, sans en faire, sans en faire, ça fait que j'arrive plus à avoir ma position habituelle parce que je me sens plus très bien. Je suis obligé d'ouvrir plus les pieds. Enfin bref, et du coup, je deviens moins fort malgré le fait que j'ai plus cette pré-fatigue-là. Donc, c'est toujours une question de balance coût-bénéfice, créer des compromis pour essayer de voir justement à quel point tu peux retirer d'un truc et le faire fréquemment. Je sais qu'avant une compète, évidemment, je vais pas faire des PS and raise hanches pour me chauffer au squat. Mais par contre, si j'en ai fait les 3 mois qui ont précédé chacune des séances, eh ben, je sais que justement le jour J, je serais un peu plus en forme de pas les faire, mais je bénéficierais quand même. Enfin, j'aurais pas la problématique de pas les faire. Si tu les fais pas une seule fois, c'est pas dramatique. Si tu les as fait 99% du temps, le reste du temps, quoi. C'est ça. Ce qui est juste risqué, c'est quand tu commences à ne pas le faire. Par exemple, les mollets en fin de séance, si tu les fais pas une fois, il y a des chances que tu les refasses pas après. Ah, bien sûr. Tu sais, une fois que tu as manqué là, tu as ouvert la porte, bah, c'est bon, de toute façon, ouais, je l'ai pas fait une fois, c'est Ah, pas de toute grave. façon, mais là, tu as donné le bon exemple. Les mollets, c'est. Ça sert à rien les mollets, c'est bon. On l'a tous compris. Ouais. Les mecs, c'est des mecs qui se dopent. C'est des mecs. Mais je me rappelle quand je me bouffais des séries et tout, et que je pense que j'ai peut-être moins de mollets que maintenant, alors que je fais pas du tout de flexion et extension. C'est comme dit Michael Gundil, les mollets, les avant-bras, c'est les muscles des extrêmes. Si tu les fais pour une question de prévention de blessure et tout, tu peux être peut-être un peu plus motivé parce que tu sais que si tu les fais pas, tu peux avoir tel souci, machin.
Mais si c'est vraiment pour l'aspect esthétique, en fait, tu n'auras tellement pas de résultats que la satisfaction que tu en auras, elle sera proche du zéro. Tu finiras par arrêter de les faire. Donc c'est vrai que ça, c'est pas évident comme truc en termes d'adhérence. Mais aussi, tiens, je me C'est ça. demandais, le grand débat que j'aime beaucoup, qui a été posé de nombreuses fois au kiné, c'est la notion des mouvements dangereux. C'est l'aspect de se dire, ok, si tu fais ce mouvement-là, genre, voilà, le truc qui me vient là, c'est rentrer les genoux au squat, tu vois. Tu fais ce mouvement-là, tu sais, genre les gens ils regardent, ils plissent les yeux, ils détournent le regard et tout. Et c'est un truc qui est de plus en plus débattu et sur lesquels les gens reviennent de plus en plus, même si tu as des détracteurs de ces personnes-là, etc. Toi, c'est quoi un peu ta vision sur ça, sur le fait que justement il y a des mouvements qui soient plus ou moins dangereux et comment tu perçois le truc? Je pense que, comme toujours, classer un mouvement comme dangereux, c'est risqué parce que c'est poser une étiquette sur un mouvement pour tout le monde. Et je sais pas, un squat, que tu le fasses en rentrant les genoux au poids du corps ou avec 200 kilos sur le dos, ça aura pas le même impact de contrainte sur les genoux en eux-mêmes. Donc, tu vois, le fait de le Jefferson curl, avant, il était classé comme dangereux. Maintenant, il est plus classé, plus étiqueté en tant que tel. Mais il y en a qui veulent le charger jusqu'à 200 kilos. Peut-être que le juste, en fait, il est peut-être au milieu, ou en tout cas dans le continuum entre les deux. Ne pas faire de flexion, c'est probablement mal. Faire du Jefferson curl à 200 kilos pour tout le monde, c'est probablement dangereux aussi. Tout le monde ne sera pas capable de le faire. On est d'accord qu'il y a une adaptation du corps, une résilience du corps, ça on l'a bien compris, mais même cette résilience a des limites. Mm. Donc en fait, tu peux pas prendre juste un gars exceptionnel qui a des capacités de fou sur un mouvement et te dire bah tout le monde peut le faire. Et tu peux pas non plus prendre l'opposé. Avant, on disait que avancer les genoux au squat c'était dangereux. Maintenant, on sait que c'est pas le cas. Le fait de rentrer les genoux, on a aussi compris maintenant la mécanique qui est derrière. Le fait que les grands adducteurs rentrent en jeu une fois que la flexion de hanche est au-delà de 90 degrés. Tes grands adducteurs deviennent extenseurs de hanche, donc ils s'engagent, donc il y a une rotation interne, une adduction, une rotation interne pour réussir à faire ta concentrique en squat. C'est toujours l'entre-deux. Tu as des super athlètes qui font du squat en power avec les genoux qui rentrent. Est-ce qu'ils se blesseront un moment à cause de ça? Je sais pas dire quoi. Ok, ouais. Peut-être qu'ils font et que tout le monde se fera ah bah tiens voilà je vous l'avais dit, alors qu'en fait c'est comme tout ce qu'on a expliqué avant, c'est une question de manager correctement le volume d'entraînement, l'intensité. Il y a des mouvements, moi mon point de vue c'est qu'il y a des mouvements, en fait c'est toujours la même mécanique, c'est toujours la même équation, c'est capacité versus le stress que tu imposes sur le tissu. Et il y a des positions, il y a des postures qui vont mettre plus de stress. On sait très bien que la relation tension-longueur, quand tu étires full un muscle, bah, tu sais que déjà il est moins capable de produire de la force et que en plus tu exposes davantage à des blessures, enfin à des lésions. Et que du coup, si tu as le cumul full étirement plus charge importante, plus admettons vitesse importante, qui est un facteur, on va dire, modulateur dans le sens de la charge, et ben là tu risques de vraiment créer un stress qui va justement outrepasser la capacité et du coup tu vas te blesser. Donc l'idée pour moi c'est de s'exposer à des mouvements soi-disant dangereux, mais avec une hyper progressivité. Et hyper progressivité, c'est-à-dire que moi un mec qui fait du Jefferson curl, je ne ferai jamais commencer au-delà d'une vingtaine de kilos, même si c'est un gars qui a un terre énorme et qui pourrait commencer peut-être beaucoup plus. Mais c'est le principe de précaution. Au début, tu lui fais voir ça comme un exercice un peu de mobilisation, le fait de bien engager le dos étage par étage, etc. Et au fur et à mesure que tu vois qu'il bouge bien et que c'est pas la charge qui lui fait atteindre l'amplitude, mais bien lui qui a cette capacité-là, et ben tu sais que tu peux surcharger en ayant toujours cette logique de pas lui dire bon bah là vas-y tu peux te laisser tomber, sois extrêmement explosif sur l'excentrique et rajoute 100 kilos, etc. C'est toujours une question de moduler ces différents facteurs-là. Mais les gens avec la posture, ça fait partie pour moi des gros préjugés que les personnes ont sur l'exposition au risque et qui va donc mener à des blessures. Ouais. Ah, vous avez bien déblayé le sujet. Et justement, alors moi, je passe du coq à l'âne. Je clôt un peu, comment dire, la discussion que vous avez eue là. Toi, Étienne,
c'est quoi ton objectif actuellement professionnellement? On aurait pu en parler début de podcast, mais j'en parle maintenant. Euh, donc, toi, j'ai vu que tu essayes quand même de te développer pas mal sur les réseaux. Est-ce que voilà, tu as un objectif en particulier, etc. L'objectif, c'est de, on va dire, pas être sur un seul axe de travail. Donc, j'aime le présentiel et j'ai envie de continuer là-dessus, mais le distanciel, ça a l'avantage de pouvoir toucher des gens que je pourrais pas toucher uniquement avec le présentiel. Et donc, on sait, enfin, le street, c'est une niche quand même qui est bien particulière. Là-dessus, ça permet d'aider des gens qui seraient potentiellement dans toute la France, voire dans le monde entier. Euh, donc là-dessus, j'aimerais développer, ouais, continuer les réseaux parce que je trouve ça très cool à faire. Ça crée des contacts, des connexions, bah, du coup, même avec vous deux. Donc déjà, je vous remercie de l'invitation, c'est super cool. Et ouais, continuer de développer ça, développer les suivis, quand même pas en prendre 300 en même temps parce que ça n'a aucun intérêt. Donc faire bien le job et essayer de développer tous ensemble avec la communauté, le street, en France et potentiellement en Europe et dans le monde après, mais créer une niche bien solide, costaud, avec un bon réseau à l'intérieur, euh, où on va tous s'entraider et où il y aura un gros noyau dur solide. Ça serait excellent, quoi. Ok, ouais, parce que ça, en fait, des kinés spécialisés dans les sports de force, genre le power, j'en avais déjà vu. Ça existe déjà depuis quelques années. Mais honnêtement, alors peut-être j'ai pas poussé les recherches, peut-être toi tu nous diras, tu es au courant. Mais je crois que tu es le seul à proposer, en tout cas, des prestations en lien avec la pratique du street. J'ai vu un gars, un Allemand, Ah voilà, ouais. mais c'est tout. J'ai trouvé que ça. Il y en a sûrement d'autres. Et bah, du coup, envoyez-nous des messages si vous faites ça aussi. Mais effectivement, je crois qu'on est assez peu pour l'instant. Mais c'est vrai que le street lifting, c'est un truc qui est en explosion maintenant, mais c'est quand même un sport qui est super jeune pour l'instant. Tu vois qu'on fait des records toute l'année. À chaque compétition, il y a des nouveaux records. C'est signe que la discipline est en train de se développer un max et qu'elle est encore jeune pour l'instant. Donc là-dessus, c'est trop bien. Enfin, il y a un avenir là-dedans, je pense, qui est fou. Même pour vous, en tant que coach, vous avez dû voir l'évolution. Je sais pas depuis combien de temps vous faites ça. Ouais, bah ça fait. Je pense qu'on a commencé un peu l'activité street lifting en tout cas il y a un an environ, hein, c'est ça, Victor? Hein. Bah, pas du tout. Ouais. Pas Non, du tout. Les non mais premiers le champions de France, c'était il y a 3 ans. non mais le coaching en street lifting, je te Ah, parle. le coaching, oui, oui, oui. Non, mais il nous demandait depuis combien de temps on voit le street lifting, entre guillemets. Ah ouais, ça fait 3 ans et demi au moins. Ouais, trois Ouais. ans et demi, 4 ans. Mais ouais, c'est ça, t'as raison, Étienne, c'est un truc qui est en train d'exploser. Et moi, je trouvais ça quand même important de te recevoir aujourd'hui sur le podcast parce que je trouve ça quand même vachement intéressant que tu sois positionné justement parce que je pense que tu vas être l'un des précurseurs et je te souhaite vraiment comment dire, d'évoluer en fait là-dedans. Et je trouve ça intéressant aussi pour les athlètes parce que justement, là, maintenant, ils ont la possibilité d'avoir des services quand même qui sont vachement complets. Il y a un an, il y avait quasiment aucun coach spécialisé en street lifting. Maintenant, il y en a des dizaines. Bon, bah voilà, maintenant, vous savez qu'il y a Étienne qui propose ses services dans le street lifting, street workout. Et moi, je trouve ça génial parce que effectivement, c'est un exercice qui vient en complément du travail de coach. Et par exemple, moi, souvent, et tu le disais, tu vois, toi, par exemple, quand il y a des gens qui viennent vers toi, peut-être qui ont des pathologies trop sévères, tu dis, bon, voilà, tu te protèges, tu dis, bon, écoute, moi, ça rentre plus dans le cadre de mes compétences, ou tout du moins, là, moi, je peux rien faire, vas-y, va aux urgences, etc., machin. Mais nous aussi, c'est pas à un moment donné une honte de dire, voilà, je pense que ça serait bien pour nous que tu ailles voir un spécialiste, un kiné, par exemple, pour qu'il ait aussi une expertise de son côté, peut-être qu'il puisse nous donner
des pistes aussi et qu'on puisse ainsi adapter en fait le programme. Et toi aussi, tu auras peut-être une compréhension beaucoup plus globale des choses parce que je sais que quand vous êtes en consultation, en tout cas physique, mais ça doit être la même chose en distanciel, vous expliquez un peu le pourquoi du comment. En fait, vous faites déjà un test en amont. Après, vous faites comment vous pratiquez en fait sur le patient et après vous lui faites un compte rendu. Voilà, j'ai fait ça, etc. Et tu pourrais faire ça, mettre ça en place, machin. Et je trouve que ça vient vraiment en complément du travail de coach, même si je pense qu'un bon coach doit quand même avoir des connaissances un minimum sur certaines choses. Mais quand ça rentre vraiment dans le détail, où il y a des trucs un peu plus sévères, je trouve ça bien de diriger et pas avoir peur de dire voilà, allez voir Étienne, c'est un bon gars, il va vous soigner, quoi. C'est gentil, mon gars. Mais ouais, c'est clair, le point que tu soulèves, le fait que le coach, il doit avoir au moins être initié au principe de blessure, de réhab, vous en parlez très bien, donc c'est top. Et le kiné, lui aussi, il doit. Le mieux, c'est un kiné qui, au moins, qui pratique des mouvements de renfort. T'es pas obligé de pratiquer le street lifting ou le power et d'avoir une perf de fou pour bien prendre en charge un power. Mais par contre, il faut que tu saches exécuter les exos. Il faut que tu aies vécu le. Dans ta chair, ouais. Ouais, c'est ça. C'est des trucs que tu peux pas juste expliquer en théorie. Et c'est un peu les. Sans tirer sur personne, mais il y en a certains qui devraient peut-être passer plus de temps à pratiquer dans les salles. Mais même du coup, le kiné doit avoir des connaissances, au moins être initié au sport. Il doit avoir passé du temps à analyser les demandes du sport, les mouvements, les blessures qu'on retrouve fréquemment, même les mentalités. Je trouve ça aussi important. Dans le foot, dans je sais pas, le judo et dans le street lifting, t'as pas les mêmes profils non plus. Et donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Euh, Après, tu as toujours quand est-ce que le kiné va renvoyer vers le coach ou le prépa physique, quand est-ce que le coach va renvoyer vers le kiné. Ça, c'est des trucs qui se font naturellement, mais effectivement, il faut pas prendre la place de quelqu'un d'autre parce que si tu sens que tu es en train de faire hors cadre juridique qui est posé, hein, on va dire, quand tu sens que tu es en train de moins bien faire le boulot que quelqu'un d'autre, là, c'est trop tard. Ça fait déjà quelques temps que tu aurais dû renvoyer. Sois bon dans un truc plutôt qu'être moyen partout, quoi. Exactement. Ouais, ça, c'est hyper important. Et justement, bah, toi, Étienne, on peut te retrouver sur quelle plateforme, dis-moi. Alors, pour l'instant, une seule plateforme, Insta, @kinépratique, pour l'instant. Peut-être Ok. d'autres arriveront, mais pour l'instant, c'est dans les bacs, donc j'en parle pas encore. Un Ok. teasing, un demi-teasing. Ouais. Ok, ça marche. Donc, ouais, ils viennent, ils te contactent par message et let's go, quoi. Ouais, un petit DM, et puis on voit si on peut faire un truc ensemble, ou si même juste pour des petits conseils, n'hésitez pas, sans que ça embraye forcément sur quoi que ce soit d'autre, mais venez discuter avec grand plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir de partager avec la communauté du street. Faisons grandir ça, quoi. Ouais. Ah bah, super. Toi, Victor, est-ce que tu avais des choses à rajouter ou des questions à poser qui te sont venues entre-temps? Des questions, si anecdotiquement, parce que tu disais un kiné, c'est bien qu'il pratique machin. Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait être calé en termes de réhab, etc., au-delà du côté théorique, est-ce que tu penses qu'il faut que justement, que ce soit un kiné ou un coach, il se soit blessé quand même quelques fois pour avoir justement expérimenté la contrainte psychologique et du coup aussi bah, le processus, le chemin pour sortir de la blessure. Effectivement, la blessure, je crois que c'est Fred Cossé qui disait ça dans un podcast, c'est le meilleur apprentissage. Tu as vécu tout de l'intérieur. Après, est-ce que un gars qui s'entraîne sérieusement, qui a des perfs solides et qui s'est jamais blessé parce qu'il a déjà tout mis en place avant, est-ce que lui, je lui dirais non, t'es pas compétent? Je suis pas sûr. Peut-être si Est-ce le que gars il c'est gère tellement bien qu'il s'est ce jamais serait blessé, ça peut être intéressant. En est-ce que fait, c'est c'est un politique, Étienne, en fait.
Moi, je me suis blessé. Ah, Et vous, les gars, c'est quoi vos plus grosses blessures dans le street, on va dire? bah, c'est à Victor qu'il faut poser cette question. Ah bon? C'est le jeune qui se blesse et le vieux qui se blesse pas. Moi, dans le street, pas forcément dans le street, mais j'ai eu une opération, une butée osseuse à l'épaule. Et sinon, après, ouais, j'ai eu énormément de douleurs plus ou moins handicapantes sur l'ensemble, l'intégralité des articulations du corps. Surtout. Non, mais j'étais en train de réfléchir, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je vais commencer à énumérer? Et je me suis dit, bon, je vais dire ça, parce que sinon, ça va être long. Non, le seul truc où j'ai pas eu trop mal, je pense, c'est les poignets, en vrai. C'est les poignets. Mais sinon, tout le reste, j'ai eu mal plusieurs fois. Et, et les chevilles. En fait, je suis un mec, je suis hyper solide aux extrémités, moi. Je suis très, très, c'est pas terrible, mais. Et du coup, forcément, après des grosses blessures, j'ai jamais eu de truc genre diagnostiqué. Je sais qu'il y avait des moments au dos, l'étage thoracique, j'avais des douleurs, genre je pouvais pas me lever, je pouvais plus bouger et tout. Mais ça, c'était il y a genre 3 ans au moins, je pense plus même. Et sinon, j'ai pas eu de blessure genre diagnostiquée, genre en mode ah rupture de ceci, de cela. Mais Pas des spécialement. douleurs partout que tu as Ouais, dû voilà. gérer quand même, quoi. Ah, exactement, que tu peux bah, plus trop pratiquer quasiment, ou alors de manière très très adaptée. De toute façon, en réalité, c'est l'immense majorité des douleurs, hein. La plupart des gens, on les envoie faire je ne sais pas combien d'examens pour essayer de savoir quel tissu est lésé et justement quel est le type de lésion, etc. Et je trouve que ça a eu un intérêt qui est très relatif, parce que déjà, on les fait poireauter énormément de temps, et eux, ils ont l'impression que tant qu'ils n'ont pas la réponse, ils peuvent pas entamer le processus de réhab parce que en fait ils ont l'impression qu'il faut savoir exactement ça. Et je sais qu'il y a des gens parfois qui viennent vers moi et Ouais. qui me disent voilà, j'ai entamé enfin je vais faire dans X semaines un scanner ou alors un ceci ou alors un cela et avant j'ai déjà fait ceci cela machin et je lui dis mais c'est bien mais quand tu auras l'information qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'on te dise que c'est plus le labrum, qu'en fait non c'est plus un des muscles de la coiffe, on te dise que en fait ah non c'est le chef-long du biceps, ceci cela machin. Qu'est-ce que tu vas faire de l'information? Bah je sais pas, mais le kiné il va savoir machin. Oui, mais dans quelle mesure en fait les exercices qu'il va te faire faire, dans quelle mesure ils vont différer de si ça avait été un truc un peu différent. Ce qui compte c'est quels sont les mouvements que tu ne peux plus faire, les amplitudes que tu ne peux plus atteindre et à quel point. C'est-à-dire que si, voilà, en dehors de toute considération de fracture, de rupture, de lésion vraiment très grave, etc., qu'on sache que tu as une tendinopathie, ok, globalement, on te fera faire un petit peu d'iso, un petit peu d'excentrique, on essaiera de te faire gagner de la mobilité, travailler en rotation, etc., etc. Et le but, ce sera de regagner de la fonction. Donc le tissu exact qui est lésé, on s'en fiche un peu. Dans Mm. 95% des cas. Ouais, c'est ça. Étienne, Oui, t'es c'est ça. toujours là? Ouais, Ah je ouais. suis toujours là, c'est Ouais. mon. Ah, c'est ta cam qui a coupé parce qu'elle surchauffait, c'est ça? C'est l'appareil qui a plus de batterie. Attends, j'essaie de me mettre. Ah, Changer. Mais ouais, ok. effectivement, c'est toujours la fonction et les mouvements à penser avant de mettre un nom sur le tissu. Enfin, c'est pas parce qu'on a le nom du tissu qui fait mal ou qui est blessé qu'on peut rien faire en attendant, quoi. Bien sûr, Ouais, bien ouais, sûr. ça c'est super vrai ce que tu as dit, Victor. Ok, Une autre- bah ok, donc on va conclure ce podcast. En tout cas, échange hyper intéressant avec toi, Étienne. Ça a permis de se connaître un petit peu plus et de savoir exactement ce que tu faisais, ce que tu proposais. Donc moi, je te souhaite vraiment d'avoir une expansion dans ton activité et puis je vais suivre ça de près sur ton compte. Donc pour l'instant, on peut te contacter là-dessus. Et bah voilà, les gars, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine pro pour un prochain épisode. Salut! À bientôt, merci les gars. Un plaisir.